Qui sommes-nous? Bien, je vous le demande. D'où venons-nous? Moi, je viens de l'avenue Franklin Roosevelt. Où allons-nous? Malheureusement, on va vers quelque chose qui fait qu'on va disparaître. Bon, ce sont quand même 3 bonnes questions. Très bonne question. Et les réponses, on peut les trouver à l'intérieur de ce bâtiment en ce moment même. Oui. Ce qui nous amène à une autre question. Où sommes-nous? On est au cœur d'une ville que j'adore et qui est la ville monde. Ce bâtiment en face de nous, c'est le Palais de Chaillot. Et à l'intérieur, il y a 2 musées, le musée de la Marine. Mais nous, on va s'intéresser aujourd'hui au musée de l'Homme. Est-ce que vous pensez que la science peut nous aider à y voir clair ou ce sont des questions pour vous purement philosophiques? Je pense que la science et la philosophie, si elles ne se mélangent pas, mourront. Tout peut arriver par le raisonnement, par la mathématique, par la logique, mais la pensée, elle est libre et parfois 2 et 2 font 5. C'est ça qui est bien, sinon on s'ennuie. Au musée de l'Homme, on s'intéresse à l'évolution de nos sociétés, à l'évolution de l'homme. Est-ce qu'il vous plaît, l'homme d'aujourd'hui? Oui, quand il a de l'humour, oui, quand il se cantonne pas à être justement un homme uniquement raisonnable. Vous vous lancez, vous êtes qui, vous? Moi, je suis Jean-Michel Ribes. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour Valérie Fayolle. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Merci. Auteur, metteur en scène, réalisateur, directeur du théâtre du Rond-Point. Vous allez en avoir des choses à nous raconter dans cette émission. Mais avant, on va se poser une autre question. Pourquoi et comment devient-on raciste? En allant voir cette exposition, c'est vous qui avez voulu nous emmener Oui. ici. On y va? On y va. Allez. Comment de simples préjugés peuvent-ils conduire au rejet et à l'exclusion? Bonjour Madame la Commissaire. Bisous et cueillis. L'exposition Nous et les autres au Musée de l'Homme donne des clés pour comprendre le racisme. Une exposition engagée mais pas militante, portée par une scénographie qui invite le visiteur à interroger ses propres comportements et ses idées reçues. Vous dites que le racisme répond à des mécanismes universels. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Le racisme, ce n'est pas un état naturel, c'est une construction sociale. Mais on a dans son cerveau naturellement une tendance à catégoriser, ce qui fait que dans un certain contexte, ça peut amener à du racisme. On a choisi 3 exemples pour vraiment expliquer comment le racisme se met en place. Donc la ségrégation raciale aux États-Unis, le nazisme et le Rwanda, c'est ça? Le nazisme et le Rwanda, voilà. J'ai l'impression que ce qui relie le nazisme au Rwanda, c'est pas la différence de couleur de peau en effet, mais c'est plutôt l'idée de la pureté, non, de la pureté du sang. Sur le Rwanda, on conjugue les 2 mécanismes. On conjugue le racisme dû à la domination. C'est les colons belges qui créent ces catégories raciales Hutu et Tutsi et qui servent de l'un pour dominer l'autre, premier temps. Deuxième temps, au moment de l'indépendance, le nationalisme rejoue sur ces catégories raciales avec l'idée de pureté de la race et ça débouche sur le génocide. Alors donc là, on va voir la partie génétique. D'accord. Donc là, on traverse, Donc, on traverse une séquence d'ADN. Waouh. Voilà. Et pourquoi l'ADN peut nous renseigner sur le racisme? En fait, l'idée de la génétique, c'est vraiment de démontrer formellement qu'on vient d'Afrique. Donc, effectivement, tous nos ancêtres sont noirs, c'est bien de le rappeler. Nous, scientifiques, on ne parle pas de race, hein. On parle de population. Et on explique aussi que, naturellement, on va avoir tendance, quand on fait des groupes, à préférer son propre groupe. C'est ce qu'on appelle aussi l'ethnocentrisme. Il y a une chose assez amusante quand on fait du cinéma, avec plein de figurants qui sont parmi une armée. Eh bien, quand on est à la cantine, alors qu'ils sont tous pareils, les officiers mangent ensemble et les soldats mangent ensemble, alors que ce sont tous des figurants pareils. C'est assez drôle, les catégories qui se reconnaissent à travers le costume. Mais tout à fait, c'est marrant, et c'est d'ailleurs ce que montre la psychologie sociale. Il suffit de rien pour faire des groupes, nous et les autres. L'islamophobie, l'antisémitisme, le racisme anti-noir, le racisme anti-blanc, vous avez vraiment le sentiment que ces phénomènes ont diminué en France? D'une manière générale, le racisme, il a diminué en France. Néanmoins, on en parle plus. Et à mon avis, on est vraiment dans ce qu'on appelle le paradoxe de Tocqueville. Plus on s'approche de quelque chose d'idéal, plus l'écart à l'idéal devient insupportable. Bon, le mot de la fin, Jean-Michel, pour mieux vivre ensemble, je propose de... Vous proposez quoi? Je propose probablement de rire, mais aussi de pleurer ensemble, c'est-à-dire de ressentir ensemble. C'est là. Ah bah oui, c'est mon café qui est là. Donc moi, je me mets au 5.
5 minutes. Voilà. Nous voilà bien. Jean-Michel Ribes, vous êtes auteur, metteur en scène, réalisateur. Vous dirigez ce théâtre du Rond-Point depuis maintenant 16 ans et dès le départ, vous avez pris un engagement, ne jouer que des auteurs vivants. Alors à l'époque, ça en avait fait rire plus d'un dans la profession, mais vous avez tenu. Expliquez-nous ce choix. Si vous voulez, j'ai l'impression que tout le monde est très en désir de patrimoine, ce que je peux comprendre. Seulement, le patrimoine, c'est quelque chose qui vient d'une création, d'une époque, qui après est transmise dans le milieu. Si aujourd'hui, il n'y a rien, quel sera le patrimoine du XXIe siècle? Et j'ai l'impression que cette fameuse phrase « Shakespeare, notre contemporain, ou quoi de neuf Molière » est complètement obsolète. Shakespeare n'a pas parlé du sida, n'a pas parlé de Trump, n'a pas parlé de la pollution. Or, raconter aujourd'hui, ou le rêver, ou l'inventer, c'est très important. Vous aimez aussi ceux que vous appelez les mauvaises herbes de la culture, les artistes un peu à la marge. Quelles sont les découvertes dont vous êtes le plus fier? Les découvertes, je sais pas, Pippo Del Vono, ce grand artiste italien est venu ici tout le temps. James Pierret a presque débuté, pas ici, mais à Paris, vraiment ici. Ses parents aussi. Kerry James a fait sa première pièce de théâtre ici. Enfin, on a une espèce d'envie d'aller vers des territoires pas piétinés, inconnus, et qui ont en vérité une grande résonance. Et aussi qui apporte, je dirais, la joie, le plaisir et l'audace joyeuse. Parce que beaucoup de grands ayatollahs de la culture et de grands staliniens de la littérature, rire, c'est presque faire un crachat sur l'art. Or, c'est ce qu'il y a de plus magnifique et comme le disait Freud, c'est ce qui reste à jamais dans la postérité. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est offrir des issues de secours aux gens qui étouffent. J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. Moi, je suis pour qu'on le rende tout aux Égyptiens. Tout. Même la Vénus de Milo? Tout, je te dis. Bon, on va parler maintenant de vos obsessions, la libre pensée, bien sûr, la fantaisie qui s'offre des détours du côté de l'absurde, les têtes à queue, les coqs à l'âne. La révolte aussi, vous êtes l'homme des coups de gueule. Il vous vient d'où ce goût pour la subversion ? Il vient du fait qu'il y a un moment, quand on n'est pas très équipé pour la réalité, quand on n'a pas toutes les armes pour rentrer dans ce monde formaté, il y a un moment, quand vous êtes dos au mur, soit vous tombez, soit tout d'un coup vous avez une réaction en disant voilà, arrêtez. Il faut que ça s'arrête, cette espèce de glacis, de conservatisme et de crétinerie intégriste qui nous bâillonne et devant lesquels on est comme à genoux. Ça suffit. Ils étaient les seuls, pour ainsi dire, à respirer et à se révolter devant tout ça. Mais maintenant, il faut que tout le monde y aille. Et je les salue et je leur dis bravo. Et ici, le rire de résistance, ils savent qu'ils sont chez eux et que ça continuera. Quand on aime comme vous sortir des sentiers battus, est-ce que ce n'est pas incroyable d'être un auteur étudié au collège, au lycée? Je pense notamment à votre pièce « Théâtre sans animaux ». L'école en France, c'est quand même un chemin archibalisé. Ça vous fait quoi d'être déjà un classique ? J'ai pas l'impression que ce soit moi qui devienne un classique ou qui devienne un préfet de la littérature ou du théâtre. Je pense plutôt que c'est l'école qui s'ouvre à des gens qui peut-être n'avaient pas le droit d'être avant. Moi, évidemment, quand je suis au sujet du bac, etc., ça me fait tout drôle. Quand ils m'ont mis dans le dictionnaire, j'avais l'impression que j'étais mort. Je regardais avec des morts et moi, je me suis dit, ça y est, je suis mort. Non, ça m'a pas illuminé mon ego, ça m'a fait un peu peur. Et d'un autre côté, je me suis dit, non, c'est le contraire, c'est le loup qui rentre dans la bergerie. Votre créativité, Jean-Michel, elle est protéiforme. Vous avez créé à la télévision 2 programmes cultes, Merci Bernard et Palace. Vous vous êtes évidemment tourné vers le cinéma. Vous avez réalisé 5 films, Muséo, Musée-Bas et plus récemment, Bref de comptoir. Dans ce dernier film, je crois que vous avez réussi un tour de force, réunir vos acteurs préférés. Alors, j'ai surtout été très heureux, c'est que tout le monde voulait être dans le film. Alors, au bout d'un moment, j'avais plus de place. T'es bien rentré hier soir ? Je sais pas comment on est rentré, mais on est rentré. C'est moi qui t'ai ramené. Tu m'as ramené? C'est André qui m'a dit que je t'avais ramené. Ça, c'est un vrai café, ouvert sur l'Europe. Bravo! Et vive le bistrot français! Ce qu'il faudrait, c'est que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. T'es bourré? Vous avez un autre talent, celui de déplaire à certains. Vous êtes attachant pour les uns, horripilant pour les autres. À votre avis, vos détracteurs aiment vous détester ou ils vous détestent vraiment? Vous savez, comme disait Sacha Guitry, si les gens qui ne m'aiment pas savaient ce que je pense d'eux, ils m'aimeraient encore moins.
Pour ceux qui auraient envie de comprendre votre engagement sans limite pour la culture, il y a un livre évidemment qu'il faut lire, c'est 1001 morceaux, un roman sous forme de confession qui est truffé d'anecdotes, de pensées intimes aussi, de bons mots évidemment. Moi, je dois vous avouer qu'il m'a laissé un peu songeuse parce que j'ai eu le sentiment que l'anticonformisme, la créativité sans limite, c'était deux choses qui appartenaient au monde d'hier. La chose la plus importante, c'est l'insolence d'être. On a fait des choses, je ne vous parle pas de Golgotha Picnic où j'ai été agressé, il y a 800 CRS qui nous ont protégés contre des dingues catholiques qui disaient « Pendez, pendez Jean-Michel Ribes dans son théâtre de Satan ». Il le chantait. Les paroles étaient pas mal, mais il chantait faux. Mais et là, vous voyez la pornographie, par exemple. La pornographie, c'est partout. Eh bien, nous, cette année, on va faire le premier opéra porno pour se moquer de ça. Moi, j'essaye pas de programmer des choses que les gens aiment. J'aime programmer des choses que les gens ne savent pas encore qu'ils aiment. Fin 2016, vous avez co-signé une tribune de soutien à François Hollande, alors que vous aimiez l'homme, le président de la République, c'est une chose, mais est-ce que c'est le rôle d'un directeur de théâtre de soutenir politiquement un chef de l'État ? Qu'est-ce que c'est un directeur de théâtre ? C'est avant tout un homme et un citoyen. Je veux dire, j'ai eu une grande altercation avec un journaliste du Figaro. Tout d'un coup, il m'a dit « Vous allez faire votre métier, fermez votre gueule ». Moi, je trouve ça formidable. Le rôle d'un directeur de théâtre, au contraire, c'est non seulement d'ouvrir sa gueule et d'ouvrir son théâtre à des gens qui ouvrent leur gueule. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez, comme notre président, à être de gauche et en même temps de droite ? Aujourd'hui, si vous voulez, Emmanuel Macron, je le connais un tout petit peu, mais je n'ai pas fait de campagne pour rien, j'ai regardé. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu comme le cinéma, il y a la bande-annonce, et après on va voir le film. Dans son Paris des Arts, Jean-Michel Ribes nous emmène à la rencontre de la plasticienne et designer Elisabeth Garouste, l'épouse du peintre Gérard Garouste. Merci de nous accueillir chez vous. Ces créations semblent tout droit sorties d'un conte de fées. Certaines désormais iconiques sont entrées dans les musées, comme la table Basse-Rocher ou le cabinet en fer. Elisabeth nous ouvre les portes de son royaume. Où est-ce que vous allez puiser votre inspiration ? Je sais que longtemps vous avez eu en écho les contes que vous racontez votre grand-mère russe. C'est-à-dire que j'ai commencé par petite à avoir peur de tout ce qui était objet et qui me faisait faire des cauchemars. Alors du coup, je les ai fabriqués avec des évocations, des mélanges de pays, ce que j'imaginais de l'Afrique, de l'Inde, etc. Et puis effectivement de la Russie. Dans sa dernière exposition, il y a ces objets qu'elle sculpte qui sont assez formidables, dont par exemple, c'est un miroir où il y a déjà la bouche pour qu'au cas où, on n'ait pas besoin de se la refaire faire, voilà. Bon, et quand vous vous regardez dans ce miroir, qu'est-ce que vous voyez ? C'est mieux. Je crois que je vais regarder ça. Et vous voyez, quand je vois tout ce que fait Elisabeth, parce que c'est difficile d'être une artiste à côté de son mari, qui est un grand peintre comme Gérard Garouste, mais elle a réussi. C'est une vraie artiste et je me demande si je préfère pas ce qu'elle fait plutôt que ce que fait Gérard. Ça va lui faire plaisir, je crois. Très plaisir. Elisabeth, dans toute carrière, évidemment, il y a des rencontres importantes. L'une d'entre elles, c'est celle avec le photographe Mattia Bonetti. À la fin des années 70, vous avez imposé un style qui était, à l'époque, complètement aux antipodes de ce qui se faisait. Ça porte même un nom, la mode barbare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Ça a porté le nom de barbare parce que la première exposition que nous avons faite, on s'est dit on va aller à l'origine du monde comme si on découvrait du sol la princesse Hottentote, des vestiges anciens, etc. Donc la presse nous a mis l'étiquette de barbare et puis après le mobilier est devenu de plus en plus fantasque, mais après ça a été baroque. Et parmi les chemins que vous avez empruntés, il y en a un qui vous a mené vers l'enfance. Vous avez créé avec votre mari une association, ça s'appelle La Source. Quel est le but de cette association ? Ça a commencé à la campagne parce que nous habitons aussi un village à la campagne. On s'est aperçu du désarroi de la jeunesse qui n'avait rien sous la main. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Et on a demandé à beaucoup d'artistes, au départ des plasticiens, s'ils pouvaient nous aider. Et nous avons créé ça avec des ateliers donc, pour des enfants défavorisés. Tous les deux, vous avez également travaillé ensemble au théâtre. Oui. Elle a fait quelques décors, Elisabeth. Elle a fait quelques décors et au début, elle faisait même mes costumes quand on n'avait pas d'argent. Elle cousait mes costumes avec ma grand-mère au théâtre de Plaisance. Oui. Et elle a fait des décors, en effet, pour une pièce qui s'appelait On loge la nuit, Café à l'eau. Elle a fait un grand tapis. Elle a fait... Oui, moi j'aimerais beaucoup qu'Elisabeth refasse un spectacle avec moi, oui, beaucoup.
Oh bah, j'adore. Le message est passé en tout cas. C'est formidable. Voilà, c'est l'heure de notre questionnaire du Paris des Arts, à quelques pas du théâtre du Rond-Point. Les musées. J'adore les musées, ça me reconstitue. Et je dirais qu'il y en a deux spécialement à mon goût, c'est Beaubourg et le Palais de Tokyo. Ça, c'est sans hésitation le spectacle qu'avait fait Jean-Paul Goude pour le bicentenaire de Paris. Ça, c'est un chef-d'œuvre absolu. Le pont Marie, j'adore ce petit pont. Et j'ai l'impression que là, il est à la dimension pour comme ça recevoir la parole des poètes. Alors là, sans hésiter, le Petit Célestin, qui est un bistrot de Paris comme on n'en fait plus. C'est absolument délicieux, c'est pas people, c'est tranquille et c'est un endroit absolument charmant. Quai des Célestins. L'été devrait être du matin au soir et toute l'année. Ma maison. Merci Jean-Michel Ribes. C'est moi. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission consacrée à Jean-Michel sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit également sur les réseaux sociaux. Alors je vous dis à très vite. Alors, Non, c'est pas bien. on recommence. On va la refaire. Le rire, c'est quelque chose qui montre qu'on est les mêmes. Est-ce qu'on pourrait regarder précisément cette séquence? Parce que quand la commissaire dit c'est beau après ce que j'ai dit, ça m'arrive rarement.